Bienvenue dans ce Jury Minute vous présentant 5 clauses mettant en avant 5 actualités qu'il ne fallait pas rater durant ces 3 mois si particuliers. Le diagnostic d'exposition au bruit. Ce dernier est entré en vigueur le 1er juin. Il est issu de la loi Mobilité du 24 décembre 2019. Cette loi modifie le code de l'urbanisme en y insérant un nouveau document d'information en matière de vente et de location immobilière. En quoi cela consiste? Cela impose de fournir un document destiné à informer un futur acquéreur ou locataire lorsque le bien objet de la vente ou de la location est situé dans une zone de bruit définie par un plan d'exposition au bruit. Les zones A, B, C ou D sont classées par le plan selon leur gravité d'exposition au bruit provoquée par les aéroports et aérodromes environnants uniquement. Cela est applicable lorsque le bien objet de la vente ou de la location est un immeuble bâti à usage d'habitation, un immeuble à usage mixte, professionnel et habitation, mais également un immeuble non bâti constructible. En conséquence, ce document doit être intégré au dossier de diagnostic technique annexé selon le cas à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente à défaut de promesse, mais également au contrat de location. En matière de VFA, ce document devra être annexé à l'acte authentique de vente et au contrat préliminaire. La sanction, en cas de manquement à cette obligation d'information, l'acquéreur pourra poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. Sur votre logiciel de rédaction d'actes, nous avons inséré des choix de trame dans les actes de vente, de baux, mais également des règlements de copropriété sous la rubrique diagnostic technique afin de relater si le bien concerné est situé ou non dans ces zones d'exposition au bruit. Nous vous permettons donc également de faire référence à ce document d'information à l'occasion de la liste des documents techniques annexés au contrat. La réforme du droit de la copropriété. Alors, elle est issue de l'ordonnance du 30 octobre 2019, entrée en vigueur également au 1er juin. Pour rappel, cette ordonnance contient un certain nombre de dispositions qui clarifient et simplifient les règles applicables aux copropriétés. Si on peut relever une des dispositions reprises dans nos clauses, ce serait celle relative à la souplesse de gestion accordée aux petites copropriétés afin de faciliter leur fonctionnement. Ce sont des copropriétés de 5 lots au plus ou ayant un budget prévisionnel moyen inférieur à 15 000 € sur 3 ans. En effet, sur Inode, vous pourrez donc constater une clause d'information sur cette souplesse accordée aux petites copropriétés dans la partie remise de pièces. Nous y évoquons la possibilité pour les copropriétaires de ne pas constituer un conseil syndical, de tenir une comptabilité simplifiée et non plus en partie double, ou encore qu'en cas d'empêchement ou de défaillance du syndic, les copropriétaires pourront convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de désigner un nouveau syndic ou encore de prendre les décisions nécessaires à la conservation de l'immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants. Évoquons cet arrêt important du Conseil d'État du 27 mars 2020 en matière de TVA sur marge conditionnée à l'identité juridique du bien vendu. Il est intéressant peut-être de rappeler que la TVA est en principe liquidée sur le prix, mais que l'article 268 du Code général des impôts prévoit la dérogation selon laquelle, en matière de livraison de terrains à bâtir ou de livraison d'immeubles bâtis achevés depuis plus de 5 ans, lorsque ces dernières ont fait l'objet de l'option à TVA, la base d'imposition est constituée de la marge s'il est établi que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction. Une précision doctrinale a conduit à subordonner l'application du régime de la TVA sur marge à une autre condition tenant à l'identité du bien acquis et du bien revendu. Cette doctrine administrative fréquemment reprise lors de réponses ministérielles s'est vue pourtant opposer un courant jurisprudentiel en désaccord. C'est donc par son arrêt en date du 27 mars 2020 que le Conseil d'État est venu entériner cette position doctrinale et surtout une célèbre réponse du ministre de l'Économie au sénateur Jean-Pierre Vogel en conditionnant le régime de la TVA sur marge à une identité juridique entre le bien acquis et le bien vendu. En l'espèce, la haute juridiction refuse l'application de la TVA sur marge à la cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti quand le bâtiment qui était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur. La solution a d'ailleurs été intégrée à la base BOFIP tout récemment. Et il est à noter toutefois que des doutes persistent sur cette seule notion d'identité
consacré par le Conseil d'État. En effet, il n'a pas été sur le terrain de l'identité tant s'agissant des caractéristiques physiques que juridiques du bien. Sur votre logiciel de rédaction d'actes, nous avons alors mis à jour la clause du prix stipulée avec TVA sur marge en ajoutant une information quant à la condition d'identité reprise par cet arrêt du 27 mars dernier. Dans le cadre de vos dossiers de succession et en présence d'un légataire universel institué par le défunt en l'absence d'héritier réservataire, vous savez que maintenant, conformément à l'article 1007 du Code civil, le notaire sera chargé de vérifier les conditions de la saisine du légataire universel. Quand il fera le procès-verbal de dépôt du testament et qu'il vérifiera que les conditions de la saisine sont remplies, alors il enverra dans le mois copie du testament et copie de ce procès-verbal au greffe du tribunal judiciaire compétent. Et dans le mois qui suit cette réception, il y aura un délai dans lequel tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel. Attention, ce délai d'opposition d'un mois est perturbé par le contexte sanitaire et particulièrement par deux ordonnances, celle du 25 mars 2020 et celle du 13 mai 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est que si le délai expire pendant la période juridiquement protégée qui commence le 12 mars 2020 et qui expire le 23 juin 2020 inclus à minuit, alors il conviendra de recalculer le délai d'un mois, de le reprendre à zéro à compter du 23 juin 2020 inclus. Donc ça nous le reporte au 23 juillet 2020 inclus. Donc vous verrez que dans l'acte qui constate l'absence d'opposition dans le délai légal, vous verrez que nous tenons compte de ce recalcul si le délai expire en période juridiquement protégée. Dans le cadre de vos dossiers de changement de régime matrimonial, la même vigilance devra être opérée puisque vous savez que conformément à l'article 1397 du Code civil, les créanciers et les enfants majeurs disposent d'un délai de 3 mois pour agir en opposition. Attention, si ce délai tombe pendant la période juridiquement protégée, donc entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, minuit inclus, alors cette fois-ci, il conviendra de tenir compte d'un délai complémentaire de 2 mois. C'est le maximum en fait que l'on puisse repousser à la lecture de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Donc, il faudra aller jusqu'au 23 août 2020, minuit inclus, pour s'assurer que les enfants majeurs ou les créanciers n'aient pas agi en opposition. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur l'adresse bible@genapi.fr et on vous dit à très bientôt. Bonne journée.